Contrairement à la croyance populaire, l'Atlantide n'a jamais été une simple invention de l'imagination. C'est la version des faits que l'on s'efforce d'inculquer à la société. Dès sa première mention, ce nom a toujours été associé aux contes de fées et aux fictions fantastiques, quelque part entre les mythes sur les licornes et les légendes de trésors de pirates perdus. Elle était présentée comme une fable, non une vérité, un objet de curiosité, non une réalité. Et si cette histoire n'était pas le fruit de l'imagination? Et si l'Atlantide avait réellement existé? Plus encore, et si elle représentait le chaînon manquant de l'évolution spirituelle humaine, une partie de l'essence même de l'homme, délibérément cachée, déformée et enfouie sous des siècles de distraction? On a fait croire à la société que l'Atlantide avait été engloutie par les profondeurs marines. Mais on a passé sous silence qu'elle est toujours restée enfouie dans les profondeurs de la mémoire humaine, se cachant à la vue de tous, non pas comme un lieu géographique à découvrir, mais comme un état de conscience à retrouver. Il ne s'agit pas seulement de villes perdues et de temples engloutis. Il s'agit d'une fréquence oubliée, d'une résonance perdue. Et si l'on ressent un écho intérieur à ces mots, cela signifie que quelque chose en soi est déjà conscient de cette vérité. Le mot même « Atlantide » porte une charge puissante, une étincelle de quelque chose d'incroyablement ancien, puissant et presque familier. Beaucoup connaissent déjà le récit d'une civilisation puissante, dotée de vastes connaissances et d'une grande force, qui fut détruite en un seul jour et une seule nuit. Cette version des événements nous est parvenue grâce à Platon, éminent philosophe grec ayant vécu il y a plus de 2 millénaires. La plupart des gens ont tendance à rejeter son récit, le considérant comme une métaphore ou une parabole édifiante. Mais si cette supposition était fausse, et si Platon n'avait pas inventé l'Atlantide, mais l'avait simplement remémorée, transmettant une connaissance reçue de l'extérieur? Dans ses célèbres dialogues Timée et Critia, Platon affirmait que cette histoire lui avait été transmise par des prêtres égyptiens via Solon, l'un des plus sages législateurs d'Athènes. Il racontait l'histoire d'un continent situé au-delà des colonnes d'Hercule, aujourd'hui connu sous le nom de détroit de Gibraltar. Une terre qui surpassait en développement toutes les civilisations connues à l'époque, qui s'éleva en puissance, mais qui chuta ensuite sous le poids de la corruption. Pourtant, au lieu de prendre les paroles de Platon au pied de la lettre, des générations de savants ont obstinément qualifié son récit d'allégorie, de fable, destiné uniquement à illustrer des idées philosophiques. Cependant, une question légitime se pose. Pourquoi l'un des philosophes les plus vénérés aurait-il inclus des détails aussi complexes et précis dans ce qui, selon eux, n'aurait dû être qu'une fiction? Platon ne se caractérisait pas par une narration vague. Il décrivait l'Atlantide avec une précision étonnante, abordant sa géographie, son architecture, sa structure sociale et surtout ses valeurs. Il la nommait une terre fondée sur un ordre divin, où la vie spirituelle et matérielle avaient autrefois résidé en parfait équilibre. Le philosophe parlait également de sa chute, un effondrement causé non par des forces extérieures, mais par des vices internes. La cupidité avait progressivement supplanté la vertu, et l'ego avait prévalu sur la sagesse. C'est ce déséquilibre entre la force spirituelle et la corruption humaine qui conduisit à sa disparition finale. Ce n'est pas seulement un récit historique, c'est un avertissement profond pour toute l'humanité. Cependant, Platon n'était pas le seul à mentionner de telles civilisations. Si l'on examine les cultures mondiales, on peut découvrir de nombreux échos de l'Atlantide, cachés à la vue de tous. Par exemple, les tribus mayas transmettaient de génération en génération des histoires d'une terre perdue appelée Alan, qui, selon leur tradition, avait disparu sous l'eau. Dans les anciens textes hindous, on trouve la mention d'une civilisation très développée, connue sous le nom de Kumari-Kandam, également engloutie par l'océan. Les habitants indigènes des îles du Pacifique racontent l'histoire de la Lémurie, un autre royaume ancien, perdu dans les profondeurs du temps. Même les premiers écrits égyptiens font allusion à une ère oubliée, antérieure à l'émergence de l'Égypte dynastique, un âge d'or qui a mystérieusement disparu. De telles coïncidences ne peuvent être fortuites. Ce ne sont rien d'autre que des fragments, des morceaux d'une mémoire globale, enfouis sous des couches de conquête, de distorsions de traduction et de moqueries pures et simples. Il y a une raison impérieuse pour laquelle toutes ces histoires suivent la même structure archétypale. Elles racontent une civilisation éclairée qui est tombée, ayant perdu le contact avec son noyau spirituel. Il ne s'agit pas de mythe au sens habituel. Il s'agit de mémoire, une mémoire collective, codée, transmise de bouche à oreille à travers les traditions et les récits, car les manuels d'histoire officiels n'auraient jamais conservé de tels témoignages. Mais pourquoi cette mémoire a-t-elle été cachée? Parce que l'Atlantide représente bien plus qu'une simple ville ou un lieu géographique. Elle symbolise le potentiel humain, ce dont les gens étaient capables dans le passé et ce dont ils peuvent être capables à nouveau. Et pour ceux qui détiennent le pouvoir, il n'y a rien de plus dangereux qu'une population éveillée qui prend conscience de sa véritable puissance illimitée. Le paradigme historique officiel présente le temps comme une séquence continue et linéaire, comme si l'humanité avançait toujours et uniquement vers le progrès.
Mais si cette représentation était fausse? Et si l'humanité avait déjà atteint de telles hauteurs auparavant, étant technologiquement avancée, profondément connectée spirituellement et prospérant d'une manière que la société moderne ne peut même pas concevoir? Et puis, sous l'influence de l'orgueil et de la perte d'équilibre intérieur, tout s'est effondré. Et si notre monde actuel, avec tous ses écrans et ses systèmes complexes, n'était qu'une pâle ombre de la grandeur que possédait autrefois l'Atlantide? Si l'on a déjà regardé autour de soi et ressenti un manque aigu de quelque chose de vital, de quelque chose de profond et d'ancien, ce sentiment n'est pas le fruit de l'imagination. Cette sensation, ce désir, est un fil invisible qui ramène à la vérité, toujours présente à l'intérieur, même si personne n'en a jamais parlé. Il ne s'agit pas d'une simple nostalgie du passé. Il s'agit d'un souvenir profond. Car l'Atlantide n'est pas seulement une histoire appartenant au siècle passé. C'est un miroir qui reflète le présent. Et une fois que l'on commence à la voir clairement, on ne peut plus ignorer cette réalité. On nous a appris à percevoir la technologie comme quelque chose d'extérieur. Des fils, des machines, des structures métalliques froides, créées pour la vitesse et la commodité. Cependant, la technologie de l'Atlantide était radicalement différente de tout ce que le monde moderne connaît. Elle n'était pas conçue pour dominer la nature ou pour distraire. Son véritable but était d'atteindre l'harmonie. La technologie atlante était spirituelle par essence. Ce n'était pas un outil que l'on utilisait, mais quelque chose avec quoi l'on s'accordait, créant une résonance entre la matière et l'esprit, agissant comme un pont entre les mondes physiques et divins. Imaginez une société où l'énergie était extraite de la Terre non par des méthodes destructrices, mais dirigée par une intention pure. Où les temples n'étaient pas de simples lieux de culte, mais des chambres de fréquences capables d'amplifier le son, la lumière et les vibrations pour harmoniser l'âme humaine. Où les cristaux n'étaient pas de simples bibelots décoratifs, mais des instruments vivants, des dispositifs conscients conçus pour stocker des informations, conduire l'énergie et favoriser la guérison et l'évolution. Selon de nombreux enseignements ésotériques, y compris la théosophie, la sagesse lémurienne et atlante, ainsi que les lectures d'Edgar Cayce, l'Atlantide a développé une science spirituelle hautement avancée qui unissait la conscience à la technologie. Il possédait la connaissance de la manière de diriger l'énergie par les vibrations sonores, la géométrie sacrée et les propriétés naturelles des pierres. Les pyramides, construites avec une précision laser, n'étaient pas des tombes, mais de puissantes centrales électriques. Les obélisques ne servaient pas seulement de monuments, mais fonctionnaient comme des diapasons, accordant les champs énergétiques. On croyait que les cristaux, en particulier le quartz pur et d'autres, abondants sur les terres atlantes, alimentaient des villes entières non pas avec des combustibles fossiles ou des fils, mais par résonance harmonique et lumière. Ce n'étaient pas des mythes. C'étaient des formes avancées de manipulation des fréquences, des milliers d'années en avance sur la science moderne. Le son jouait un rôle central dans leur technologie. Les Atlantes comprenaient que l'univers est vibration et que tout ce qui existe, pensée, émotion, corps, planète, possède sa fréquence unique. En utilisant des tons spécifiques, ils pouvaient modifier les états de conscience, guérir les maladies et même faire léviter des objets. Les anciens textes sanscrits racontent des mantras capables de modifier la réalité. Les temples égyptiens conservent encore les échos de chants qui, dit-on, alignaient les chakras. Les bols chantants tibétains conservent encore aujourd'hui des vestiges de cette connaissance ancienne. L'Atlantide n'a pas inventé ces vérités, elle les a rappelées et appliquées. Cependant, avec le temps, lorsque l'ego s'est enraciné et que la soif de pouvoir a supplanté le véritable objectif, cette connaissance a été détournée. Ce qui était autrefois sacré fut déformé. Les cristaux, initialement programmés pour la guérison, furent utilisés pour le contrôle. Le son, autrefois utilisé pour élever l'esprit, fut perverti en instrument de manipulation. Certaines sources suggèrent que, dans la dernière ère de l'Atlantide, ce sont les outils mêmes qui avaient élevé leur conscience qui finirent par la déstabiliser. Ils tentèrent de forcer l'énergie à se soumettre à leur volonté, plutôt que de s'aligner sur la sagesse. Et ce déséquilibre, cette distorsion de la technologie sacrée, précipita leur effondrement final. Ce n'est pas une fantaisie. C'est un miroir, reflétant l'état actuel de l'humanité. Aujourd'hui, les gens tiennent dans leurs mains des appareils qui émettent des fréquences à peine compréhensibles. Wi-Fi, Bluetooth, 5G, toutes ces vibrations invisibles traversent quotidiennement les corps et les maisons. L'humanité est entourée de fréquences, mais elle est coupée de la vérité qui les régissait autrefois. La technologie atlante ne dépendait pas de code ou d'écran. Elle était organique, vivante, synchronisée avec les rythmes de la Terre et du cosmos. Et la raison pour laquelle cette connaissance a été enfouie est qu'elle menace les fondements même de tout ce que l'on nous a appris à croire. Si l'on savait que son corps est un dispositif fréquentiel, que sa voix peut guérir, que son esprit peut diriger l'énergie, comment cela changerait-il sa vie? Les Atlantes n'étaient pas des dieux. C'étaient des humains qui se souvenaient.
Et l'humanité commence tout juste à se souvenir à nouveau. Il ne s'agit pas de cristaux sur des étagères ou de bains sonores pour la relaxation. Il s'agit de révéler ce qui sommeille profondément en chacun. La technologie de l'Atlantide n'a pas été construite au sens habituel. Elle a été incarnée. Et plus l'humanité s'éloigne de son monde intérieur, plus elle oublie que la véritable force ne vient pas des outils extérieurs, mais de la conscience qui les sous-tend. L'Atlantide n'est pas tombée à cause d'une catastrophe naturelle. C'est une version simplifiée que l'histoire officielle utilise pour présenter un récit superficiel. Oui, les textes anciens mentionnent des tremblements de terre, des inondations massives et la disparition de l'île sous les eaux. Cependant, ce n'était que l'acte final de la tragédie. Le véritable effondrement a commencé bien avant que la terre ne tremble. Il a commencé lorsque l'esprit des gens a tremblé. La cause de la chute de l'Atlantide n'était pas un élément de la nature. C'était un abus de pouvoir, une décomposition spirituelle qui a frappé la civilisation de l'intérieur. Une société qui vivait autrefois en harmonie avec les lois supérieures a commencé à se désintégrer de l'intérieur. Pendant des millénaires, l'Atlantide fut considérée comme un phare d'alignement divin. Ses habitants vivaient en parfaite harmonie avec l'ordre cosmique. Leurs technologies avancées étaient guidées par la sagesse, et leurs dirigeants étaient choisis non par ambition, mais par la pureté de leur cœur. Ils se souvenaient que tous les aspects de la vie, gouvernement, science, spiritualité, devaient servir l'âme. Mais avec le temps, des fissures apparurent dans cette structure idéale. La curiosité se transforma en arrogance. L'exploration de soi céda la place à l'obsession du contrôle. Les Atlantes, autrefois humbles co-créateurs avec la nature, commencèrent à croire qu'ils pouvaient la dominer. L'élite spirituelle, les prêtres rois, les savants, les sages se divisa. Certains continuèrent à suivre la voie de la lumière. D'autres, en revanche, tournèrent leur regard vers l'intérieur, succombant à la tentation de la manipulation, de l'ego et de la division. Ce ne fut pas une guerre au sens traditionnel. Ce fut une scission énergétique, une rupture profonde entre la conscience supérieure et les désirs inférieurs. Et une fois cette division enracinée, elle se propagea comme une traînée de poudre. Les technologies avancées, autrefois utilisées pour la guérison et l'élévation, furent détournées vers la surveillance, la création d'armes et l'accumulation de pouvoir. L'équilibre énergétique qui maintenait l'Atlantide commença à s'effondrer. La Terre répondit non par vengeance, mais par inévitabilité. Lorsque le fondement spirituel s'effondre, le monde physique suit inévitablement. Dans ses lectures canalisées, Edgar Cayce parlait des « fils de la loi de l'un » et des « fils de Bélial », deux factions philosophiques et spirituelles au sein de l'Atlantide. L'une défendait les principes d'unité, d'alignement divin et de service aux autres. L'autre embrassait le matérialisme, l'égoïsme et la manipulation de la force vitale pour un gain personnel. Cette tension s'est accumulée pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle fasse finalement pencher la balance. La destruction ne fut pas un acte de colère isolé, mais le résultat final d'un déséquilibre énergétique qui ne pouvait plus se maintenir. Et c'est là que cela devient inconfortable. Car leur histoire est notre histoire. Regardez autour de vous. L'humanité moderne vit à une époque de grande puissance et de puissance technologique. Et pourtant, elle est plus déconnectée que jamais de l'âme de cette puissance. Les humains ont accompli des miracles technologiques, mais ont oublié la sagesse nécessaire pour les utiliser correctement. L'humanité manipule l'énergie, le temps, la biologie, et pourtant sa santé mentale ne cesse de se détériorer. Le lien avec la nature s'estompe et la compréhension de l'esprit est soit ridiculisée, soit commercialisée. Cela vous semble familier ? L'Atlantide n'est pas seulement une ville perdue sous l'océan. C'est le reflet du choix auquel l'humanité est confrontée en ce moment même. Nous sommes au même bord. La même tentation d'utiliser la conscience pour le contrôle et non pour le service, pour construire et non pour s'aligner, pour dominer et non pour co-créer. La même division grandit entre ceux qui se souviennent de la loi de l'unité et ceux qui courent après l'illusion du contrôle. Et c'est la vraie raison pour laquelle l'histoire de l'Atlantide a été qualifiée de mythe. Car si les gens la prenaient au sérieux, s'ils comprenaient vraiment ce qu'elle signifie, cela les obligerait à se regarder dans le miroir. Cela montrerait que ce qui s'est passé auparavant peut se reproduire. Et que l'humanité décide en ce moment même quelle version de l'histoire elle répète. La chute de l'Atlantide ne fut pas une punition. Ce fut une conséquence. Ce fut le résultat d'une civilisation qui avait oublié la source de sa propre puissance. Une société qui s'était élevée à des sommets incroyables parce qu'elle se souvenait de qui elle était et qui tomba parce qu'elle décida d'oublier. L'avertissement n'est pas ancien. Il est intemporel. Et il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de choix. L'histoire est écrite par ceux qui ont intérêt à oublier. Et quand il s'agit de l'Atlantide,
l'oubli n'a jamais été accidentel. Il a été planifié. Et si l'histoire n'avait pas été enterrée par le temps, mais par un dessein? Et si la connaissance de l'Atlantide n'avait pas simplement disparu sous l'eau, mais avait été délibérément cachée pour maintenir l'humanité dans un état de sommeil? Parce que l'Atlantide ne menace pas seulement les chroniques historiques. Elle menace tout le fondement de la façon dont nous nous percevons. Après la chute, les Atlantes survivants, dit-on, se sont dispersés à travers le monde non pas comme des réfugiés, mais comme des semeurs de connaissances. Ils emportaient avec eux des fragments de ce qui avait été. Les sciences sacrées, les connaissances stellaires, les pratiques spirituelles qui régissaient autrefois une société alignée sur la loi divine. Ces survivants n'ont pas disparu dans l'histoire. Ils en sont devenus les architectes cachés. Ils ont fondé les écoles mystiques d'Égypte, codifié les connaissances dans les temples, les pyramides et les traditions orales. Ils ne l'ont pas crié sur les toits. Ils l'ont caché dans des symboles, des histoires et des structures que seuls les éveillés comprendraient. Regardez l'architecture de l'Égypte ancienne. La précision des pyramides, le symbolisme des hiéroglyphes, l'alignement des monuments sur les motifs célestes. Ce n'étaient pas les produits de sociétés primitives. Ce n'étaient pas de simples constructions anciennes, mais des échos distincts d'un passé oublié, des empreintes atlantes à jamais gravées dans la pierre. Prenez, par exemple, le Sphinx, dont le regard est tourné vers le soleil levant le jour de l'équinoxe de printemps. Son âge, affirment certains chercheurs, dépasse largement la chronologie communément admise. Les scientifiques soulignent la nature de l'érosion hydrique de sa surface, qui ne correspond en rien à la période supposée de sa création. Pourquoi cette circonstance est-elle si importante? Parce que si la chronologie établie est fausse, alors toute la conception historique sur laquelle elle repose est également remise en question, nécessitant une réévaluation. Les prêtres de l'Égypte ancienne possédaient cette connaissance secrète. Les initiés des écoles mystiques apprenaient à se souvenir de la vérité non seulement intellectuellement, mais aussi à un niveau spirituel profond. Ils travaillaient avec les vibrations, la couleur, la géométrie sacrée et les pratiques respiratoires. Leur activité ne se limitait pas à adorer les dieux au sens habituel. Ils étudiaient les lois universelles, celles-là même qui régissent l'énergie, la pensée, la manifestation et la conscience. C'étaient les mêmes lois selon lesquelles les Atlantes avaient autrefois vécu, avant que leur civilisation ne sombre dans l'oubli. Cependant, un changement fondamental s'est ensuite produit. De puissants empires sont apparus, de nouvelles religions se sont formées, et avec elles est venu un contrôle rigide sur la connaissance. Le pouvoir a commencé à se consolider non par la sagesse et l'illumination, mais par le dogme et la contrainte. Les bibliothèques qui contenaient les connaissances anciennes ont été brûlées, et les enseignements ont été déformés au-delà de toute reconnaissance. Ceux qui se souvenaient de la vérité ont été persécutés, étiquetés comme hérétiques, sorcières ou fous. L'Empire romain, l'Église, les puissances coloniales, ils n'ont pas seulement conquis des terres. Ils ont mené une conquête de la mémoire, effaçant du subconscient collectif les faits indésirables. Et ainsi, ce qui ne pouvait être complètement effacé a été rebaptisé mythe. Ainsi, l'Atlantide devint une fantaisie, la Lémurie un conte de fées, et les enseignements d'Hermès furent dilués par la superstition. Les traditions ésotériques furent soit impitoyablement détruites, soit passèrent dans la clandestinité pour préserver leur essence. Mais la sagesse ne fut jamais perdue. Elle fut habilement cachée dans des symboles, chiffrée dans le langage, dissimulée à la vue de tous, et, le plus important, dissimulée dans les profondeurs de chaque être humain. Car la plus grande dissimulation n'eut pas lieu dans les manuels scolaires ou les temples. Elle eut lieu dans la psyché humaine. Si l'on parvient à convaincre les gens qu'ils sont ordinaires, fragiles et coupés de la source de toute chose, ils ne poseront jamais de questions vraiment profondes. Ils ne chercheront jamais ce qui a été enfoui en eux-mêmes. Au lieu de cela, ils chercheront des réponses dans des systèmes externes, ignorant la connaissance intérieure. Ce fut un piège astucieux, et il a fonctionné efficacement pendant de nombreux siècles. Mais maintenant, des fissures apparaissent dans ce voile séculaire. Les gens commencent à s'éveiller, se souvenant de ce qu'on ne leur a jamais enseigné. Ils ressentent une attraction inexplicable pour des symboles, des sons et des histoires qu'ils ne peuvent expliquer rationnellement. Ils ressentent un appel non pas simplement à croire en l'Atlantide, mais à s'en souvenir. Et quand suffisamment de gens se souviendront, le récit dominant ne pourra plus se maintenir. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire par simple curiosité. Il s'agit de récupérer son véritable héritage. L'Atlantide n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est la partie manquante de l'identité spirituelle de chaque être humain. Cette partie qui a été cachée non pas pour protéger les gens de la vérité, mais pour protéger le système existant de la découverte de cette vérité. Tous ne ressentiront pas cet appel, mais ceux qui le ressentent, ceux qui ont l'impression de n'avoir jamais vraiment appartenu à cet endroit, ceux qui ont toujours senti quelque chose de plus profond sous la surface de la vie, portent souvent en eux quelque chose d'ancien,
quelque chose de plus vieux que cette vie, plus vieux que ce monde tel que nous le connaissons. La mémoire de l'Atlantide ne vit pas seulement dans les livres ou les ruines. Elle vit en chacun. Et si l'on a trouvé son chemin vers cette connaissance, peut-être vit-elle aussi en soi. Il existe un certain type d'âme qui traverse la vie avec le sentiment inébranlable qu'il manque quelque chose de vital, de profond et de significatif. Ce n'est pas un manque matériel, mais un vide spirituel. Ces personnes ont essayé de suivre le scénario que la société leur a proposé. Faire des études, trouver un emploi, courir après le rêve conventionnel. Mais ce rêve semblait vide, déconnecté de leur véritable essence, comme une vie destinée à quelqu'un d'autre. Cette douleur, cette inquiétude, ce n'est pas un défaut ou une faiblesse. C'est un signal, un pouls silencieux d'un moi passé, qui traverse le temps pour rappeler que l'on a déjà été ici. De nombreuses traditions ésotériques parlent d'Atlantes réincarnées, des âmes qui ont vécu à l'époque de l'apogée et de la chute de l'Atlantide et qui reviennent maintenant dans cette vie pour aider à élever la conscience de l'humanité et à empêcher la répétition du même cycle destructeur. Ce ne sont pas de simples fantaisies pour les curieux spirituels. Ce sont des messages pour les éveillés spirituels. On n'est pas simplement attiré par hasard par la sagesse ancienne. On s'en souvient. On est attiré par les cristaux, le travail énergétique, le symbolisme ancien, la géométrie sacrée non pas parce que c'est à la mode, mais parce que son âme sait déjà comment travailler avec cela. Peut-être a-t-on remarqué sa sensibilité accrue. On ressent les émotions des autres plus fortement que la plupart. On capte l'énergie dans les pièces, on voit instinctivement à travers la tromperie et on est fatigué des conversations superficielles. Le monde appelle souvent cela « trop ». Mais si c'était le contraire? Et si l'on n'était pas trop, mais plutôt plus éveillé que la plupart? Cette sensibilité accrue n'est pas une faiblesse. C'est un signe de mémoire ancienne. Les Atlantes étaient profondément accordés aux fréquences, aux émotions et à l'intuition. On n'est pas brisé. On se souvient. Peut-être a-t-on toujours été attiré par les civilisations anciennes, les terres sacrées ou les symboles qui semblaient briller dans sa conscience, même sans savoir pourquoi. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des empreintes. Et plus on les suit, plus elles commencent à révéler ce qui sommeille à l'intérieur. Des rêves qui ressemblent plus à des souvenirs. Des compétences que l'on n'a jamais apprises, mais que l'on comprend d'une manière ou d'une autre. La façon dont certaines vérités résonnent profondément dans tout le corps, même si personne autour ne comprend leur essence, est un signe important. On n'a pas besoin de preuves externes de qui l'on est. La connaissance a toujours été intérieure. Les Atlantes réincarnés ne sont pas supérieurs aux autres. Leur but n'est pas de diriger des cultes ou de fonder de nouvelles religions. Leur rôle est subtil, mais vital. Ce sont des guérisseurs, des chercheurs de vérité, des déconstructeurs de systèmes obsolètes, ceux qui ressentent trop et remettent tout en question. Leur présence sur Terre en ce moment n'est pas accidentelle. À mesure que la conscience de la planète change, ils s'activent silencieusement, puissamment et collectivement. Leur mission n'est pas de restaurer l'Atlantide sous sa forme physique, mais de raviver sa fréquence. D'incarner la même harmonie entre l'esprit et la matière qui définissait autrefois cette civilisation et de rappeler aux autres que ce niveau de conscience n'est pas perdu. Il a simplement été oublié. On n'a pas besoin d'une étiquette. On n'a pas besoin d'autorisation. On n'a même pas besoin d'être entièrement sûr. Si une partie de ce récit résonne à l'intérieur, si elle pénètre plus profondément que les mots ne peuvent l'atteindre, alors on sait déjà. On ne se souvient pas avec l'esprit. On se souvient par la résonance. Et si tout son être se penche en avant maintenant, ce n'est pas seulement de la curiosité. C'est une reconnaissance. On n'est pas ici par hasard. On n'a pas trouvé ce message. On y a répondu. L'héritage de l'Atlantide n'est pas resté dans le passé. Il s'éveille en soi. Dans le voyage de chaque chercheur, il arrive un moment où la question change. Ce n'est plus l'Atlantide était-elle réelle, mais et si je l'avais portée en moi depuis tout ce temps? Au début, c'est à peine perceptible. Un rêve qui persiste plus longtemps qu'il ne le devrait. Une conversation qui semble étrangement familière. Une attirance inexplicable pour les étoiles, les textes anciens, les fréquences et les enseignements que l'esprit rationnel ne peut expliquer, mais que l'âme comprend instantanément. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un souvenir. L'esprit atlante ne s'éveille pas par l'accumulation de connaissances. Il s'éveille par la vibration. En Atlantide, l'esprit n'était pas séparé de l'âme. L'intellect et l'intuition travaillaient en unité harmonieuse. La pensée était un instrument de la conscience et non sa prison. Éveiller l'esprit atlante aujourd'hui, c'est retrouver cette unité, se souvenir que la conscience humaine n'est pas limitée aux frontières de ce monde. Les Atlantes comprenaient. Ce que la science moderne commence seulement à redécouvrir, c'est que l'esprit n'est pas un produit du cerveau. C'est un champ, une fréquence, un pont entre le visible et l'invisible.
Et ce pont est toujours présent en chacun de nous. Chaque fois qu'une personne médite et sent sa conscience s'étendre au-delà de son corps, elle retrouve cette fréquence. Chaque fois qu'elle aligne sa respiration avec son intention, qu'elle utilise le son pour modifier son état, ou qu'elle choisit le silence plutôt que le bruit, elle se reconnecte à un mode d'être qui a été supprimé, ridiculisé et oublié, mais jamais perdu. Il vit dans sa biologie, dans son champ énergétique, dans sa connaissance intérieure. On n'éveille pas l'esprit Atlante par plus d'efforts, mais en s'accordant. Le silence devient un portail. La respiration devient un code. Le mouvement devient une mémoire. Plus on se libère de ce qui a été programmé en soi, la limitation, la peur, la séparation, plus on fait de place à ce qui a toujours été là. Et ce qui revient n'est pas de l'information, mais une résonance. On commence à se souvenir comment écouter sans entendre, voir sans regarder, ressentir sans avoir besoin d'explication. L'état de conscience Atlante était vaste. Il ne se souciait pas du pouvoir sur les autres, mais de l'harmonie intérieure. Chaque individu était considéré comme un nœud dans un réseau énergétique bien plus vaste, liés les uns aux autres, à la Terre, aux étoiles et à la source de toute vie. L'expérience humaine n'était pas séparée du divin. Elle en était le chemin. Éveiller l'esprit Atlante aujourd'hui signifie choisir de vivre à partir de cette connaissance. Cela implique de se souvenir que nos pensées façonnent la fréquence, nos émotions sculptent la réalité, et nos croyances agissent comme des diapasons pour le monde que nous expérimentons. Ce n'est pas toujours confortable. À mesure que les anciens programmes se dissolvent, on peut avoir l'impression de perdre pied. Des amis peuvent s'éloigner. Les passions peuvent changer. On peut ne plus tolérer le bruit dans lequel on vivait autrefois. Cela fait partie du processus. On ne se brise pas, on perce. Le chemin Atlante n'est pas linéaire. Il est spiralé, cyclique, éprouvant. Mais chaque retour nous mène plus profondément dans la vérité. Nous ne sommes pas ici pour fuir le monde, mais pour le transformer, pour apporter la lumière là où règne la confusion. Pour incarner la fréquence du souvenir si pleinement que d'autres commencent à la ressentir, sans qu'un mot ne soit prononcé. C'est ainsi que l'esprit Atlante se répand, non par la force, mais par la fréquence, non par la prédication, mais par la présence. Et cela commence par une simple question, murmurée à travers le temps, et si je savais déjà? Si l'Atlantide n'était qu'un mythe, personne ne se soucierait que vous y croyiez ou non. Aucune institution ne la rejetterait spécifiquement. Aucun scientifique ne se moquerait avec une telle agressivité. Et aucun système ne serait construit pour en détourner l'attention. Pourtant, ils le font. Et cette circonstance devrait en dire long. L'effacement de l'Atlantide de la mémoire collective n'est pas une question de fantaisie, mais de peur. Non pas la peur de l'individu, mais la peur de ceux qui cherchent à contrôler. Car le souvenir de l'Atlantide ne réécrit pas seulement l'histoire ancienne, il réécrit l'identité même de l'être humain. Il éveille quelque chose qui le rend imprévisible, libre. Et les esprits libres, comme on le sait, sont difficiles à gérer. Le monde moderne a été conçu pour que l'on ne se souvienne pas. On est entouré d'innombrables distractions. On est inondé d'informations, mais privé de vraie sagesse. Dès le réveil, l'esprit est tiré vers l'extérieur. Notifications, titres de journaux, échéances, un bruit incessant. Ce n'est pas un hasard, c'est une conception délibérée. Gardez les gens occupés, et ils ne poseront pas de questions profondes. Divertissez-les, et ils ne chercheront pas la vérité. Poussez-les à consommer, et ils ne se souviendront pas qu'ils sont venus ici pour créer. Le système n'est pas seulement physique, il est psychologique. On nous a appris à percevoir la réalité à travers un prisme étroit, façonné par les médias, l'éducation et les institutions qui profitent de notre amnésie. On nous a dit de ne faire confiance qu'à ce qui peut être mesuré, acheté et expliqué. Tout le reste, l'intuition, l'énergie, la mémoire ancienne, est stigmatisé comme une illusion. On n'est pas fou si l'on sent qu'il y a quelque chose de plus grand. On a été conditionné à se croire fou si l'on en parle à voix haute. La vérité est que la connaissance de l'Atlantide n'a jamais disparu. Elle a été dissimulée sous des couches de moquerie et de discrédit. C'est ainsi que le pouvoir est enterré, non pas en le détruisant, mais en le discréditant. La raison est simple. Si suffisamment de gens se souviennent de ce qu'était réellement l'Atlantide, le système actuel ne pourra pas survivre. Car ce système prospère sur la séparation d'avec la Terre, la séparation les uns des autres, la séparation de notre propre connaissance intérieure. L'Atlantide, elle, était bâtie sur des principes opposés, l'unité, l'alignement et la souveraineté spirituelle. C'est là que réside la menace. Que se passera-t-il lorsque les gens se souviendront qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation pour accéder à la vérité? Que leur corps est un temple, leur intuition une intelligence, et leur pensée des forces créatrices. Que se passera-t-il lorsque les gens réaliseront qu'ils ne sont pas des consommateurs dans une machine,
mais des co-créateurs dans un univers vivant. Le système s'effondrera non pas par la violence, mais par son obsolescence. Car une fois que l'on aura récupéré son pouvoir, on cessera de le céder à quiconque. C'est pourquoi les vérités les plus puissantes sont souvent cachées à la vue de tous, déguisées en fiction ou en fantaisie. Il est plus facile de rejeter quelque chose que de se défendre contre son éveil. C'est pourquoi l'Atlantide est devenue un conte de fées. Car si les gens la voyaient telle qu'elle était réellement, un miroir de ce que nous étions autrefois et de ce que nous pourrions redevenir, cela allumerait quelque chose d'incontrôlable. Nous vivons à une époque d'informations incroyables et d'ignorance profonde. Nous savons fendre des atomes, mais pas nous asseoir en silence. Nous construisons des machines qui pensent plus vite que nous, mais nous oublions comment ressentir. Et pourtant, sous tout ce bruit, la mémoire palpite encore, doucement, mais sûrement dans les rêves, les synchronicités, dans ce sentiment inébranlable que l'on est ici pour quelque chose de plus grand que la simple survie et la répétition de l'idée de succès d'autrui. Le plus grand acte de rébellion aujourd'hui est de se souvenir non seulement des faits qui nous ont été cachés, mais aussi du sentiment, de la fréquence, de la façon dont tout notre être s'illumine lorsque la vérité entre dans la pièce. Ce n'est pas de la simple curiosité, c'est une mémoire encodée qui s'active. Et plus on se souvient, plus ils perdent le contrôle. Non pas parce qu'on les combat, mais parce qu'on ne les nourrit plus. L'Atlantide menace le système parce qu'elle nous rappelle notre vraie nature. Elle montre qu'une civilisation alliant harmonieusement l'esprit et la science, le cœur et l'intellect, est non seulement possible, mais a déjà existé. Et une fois que l'on s'en souvient, elle peut être recréée. Non pas par les gouvernements ou les institutions, mais par des individus, une conscience à la fois. L'Atlantide n'était pas destinée à être un simple souvenir. Elle était censée être un plan. Non pas pour des bâtiments ou des technologies, mais pour la conscience, pour la manière dont les gens vivent, créent, interagissent. C'était une époque où les mondes intérieurs et extérieurs se reflétaient en harmonie. Une civilisation construite non sur la domination, mais sur l'alignement. Et bien que les structures aient pu disparaître, le modèle est resté. Le code n'a jamais disparu. Il attendait simplement la bonne fréquence pour se réactiver. Et maintenant, il s'éveille à travers nous. On pourrait se demander comment un lieu perdu dans l'histoire peut revenir. Mais le retour de l'Atlantide n'est pas physique, il est vibratoire. Il ne s'agit pas d'une terre qui émerge de la mer, mais d'une conscience qui s'élève dans l'âme. La fréquence atlante n'est pas une carte à suivre, mais un état à incarner. Et en ce moment, plus que jamais, ce choix nous est offert. Non pas dans un événement grandiose, mais dans les moments calmes, les décisions quotidiennes, les changements intérieurs. Dans la façon dont on se rapporte à soi-même et aux autres. C'est ainsi que la nouvelle Atlantide commence, non dans des ruines déterrées, mais dans une conscience ravivée. L'ancien monde nous enseigne à chercher les réponses à l'extérieur. Mesurer le progrès par la vitesse à laquelle on avance, la quantité produite, la perfection des tâches accomplies, c'est la voie proposée par l'ancien monde. Mais le chemin atlante est différent. Il est plus lent, plus profond. Il nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à ressentir, à remettre en question les croyances héritées, à nous éloigner du bruit et à revenir à la vraie connaissance. Ce n'est pas facile, car tout autour, les systèmes, les écrans, les horaires est conçu pour nous distraire de ce chemin. Mais la distraction n'est pas une fatalité. C'est un test. Et au moment où l'on commence à choisir différemment, à écouter la voix tranquille plutôt que la bruyante, on s'aligne avec la fréquence de l'Atlantide. Et on ne sera pas seul. C'est la beauté du souvenir, il se propage. Une personne éveillée devient un miroir pour les autres. Il n'est pas nécessaire d'enseigner ou de prêcher. En vivant simplement dans la vérité, on donne aux autres la permission de faire de même. La nouvelle Atlantide ne se construit pas en pierre. Elle se construit à partir de la présence, de l'intention, de l'intégrité. Les communautés se forment autour de la conscience, non de la commodité. Les gens se rassemblent non pas autour d'opinions partagées, mais d'une énergie commune. C'est l'héritage atlante en action. Le retour est subtil. Il ne crie pas, il résonne. On le ressent dans le désir croissant de vivre plus authentiquement, de ralentir, de se connecter profondément, de remettre en question tout ce qui semble artificiel. C'est une attraction, un souvenir, une transition d'un monde de contrôle à un monde d'alignement. On n'est pas insignifiant dans cette histoire. On est un transmetteur vivant de fréquences. Chaque fois que l'on choisit l'amour plutôt que la peur, la curiosité plutôt que le jugement, l'intuition plutôt que les instructions, on s'accorde au flux atlante. Et plus il y a de gens qui le font, plus ce flux devient puissant, jusqu'à ce qu'il cesse d'être un murmure du passé pour devenir une présence puissante dans le présent. L'Atlantide n'a jamais été seulement une question d'où l'humanité venait. Elle est une question de là où elle est capable d'aller. Et maintenant, plus que jamais, la porte est ouverte.
Mais personne ne nous y poussera. Cet éveil n'est pas forcé, il est invité. Et chacun choisit. La nouvelle Atlantide ne renaîtra pas d'elle-même. Elle renaîtra lorsque les gens se souviendront qu'ils sont et décideront de vivre comme s'ils n'avaient jamais oublié. L'humanité a voyagé à travers le temps, la mémoire et les mythes. Mais elle arrive maintenant à la seule partie de l'histoire qui compte vraiment, ce que l'on décide d'en faire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Atlantide. Il s'agit de nous, de notre rôle dans la renaissance de quelque chose que le monde a essayé d'oublier, mais n'a pas pu tuer. L'Atlantide ne vit pas dans les ruines sous l'océan. Elle vit dans les décisions silencieuses que l'on prend quand personne ne regarde. Elle vit dans l'intégrité que l'on maintient quand le monde essaie de nous en arracher. Elle vit dans la façon dont on se souvient de ce qu'est vraiment cette vie. On n'est pas ici simplement pour survivre. On n'est pas ici pour cocher des cases ou pour s'intégrer dans une structure qui n'a jamais été conçue pour notre épanouissement. On est ici pour construire quelque chose de différent, quelque chose d'ancien, mais de radicalement nouveau. Une manière d'être qui honore l'âme autant que l'esprit. Un chemin qui valorise l'alignement intérieur plus que l'évaluation extérieure. Une vie qui ne se contente pas de courir après le succès, mais le redéfinit entièrement. Le succès dans ce nouveau monde ne ressemble pas à l'accumulation. Il ressemble à l'alignement, à la paix, au but, à la présence. C'est ce que signifie réellement le retour de l'Atlantide. Non pas une ville qui émerge du fond de l'océan, mais une fréquence qui émerge dans la vie quotidienne. Maintenant, on est le temple. Notre corps, notre esprit, notre âme sont des instruments. Et plus on les aligne, plus on se souvient. Chaque respiration prise consciemment, chaque mot prononcé avec clarté, chaque action fondée sur la vérité. Ce sont les éléments constitutifs de la nouvelle Atlantide. Celle qu'il n'est pas nécessaire de chercher, car elle est en train d'être créée. Mais rappelez-vous, ce chemin n'est pas passif. Il ne suffit pas de connaître l'histoire. La connaissance n'est qu'un début. Il faut la vivre, en parler, l'incarner. Le monde n'a pas besoin de plus d'informations. Il a besoin de plus d'exemples vivants de ce qui est possible lorsque les gens s'éveillent. C'est là notre pouvoir. C'est notre invitation. On n'attend pas le changement. On est le changement. On n'était jamais destiné à oublier qui on est. On n'était jamais destiné à se rétrécir, à douter, à échanger sa lumière contre le confort. On est né pour se souvenir, né pour porter cette impulsion ancienne dans un monde moderne qui en a désespérément besoin. On est le pont entre ce qui était et ce qui peut être. Et chacun de nos choix, à partir de maintenant, envoie des ondes à travers la conscience collective. Alors n'attendez pas la permission. N'attendez pas que le monde rattrape son retard. Le chemin du souvenir est parcouru par ceux qui sont assez courageux pour laisser le connu derrière eux et suivre l'appel de quelque chose de plus profond. L'Atlantide n'est pas une destination. C'est un souvenir. Et maintenant que vous l'avez vu, vous ne pourrez plus le désapprendre.